Eh bien, bonsoir à tous. Moi, c'est Étienne. Je suis responsable de l'architecture des systèmes d'information chez Waka et je travaille avec Sophia. Alors, bonsoir à tous. Donc moi, je m'appelle Sophia et donc je travaille chez Octo. Je fais une prestation pour Wacom. Et donc chez Octo, je suis à la tête d'une tribu qui s'appelle Machine Learning Expertise. Et on traite des sujets d'ML en général, mais particulièrement de la GNL. Alors, ce soir, je vais vous parler de l'IA générative chez Wacom et des AI agents. Et en quelques mots, Wacom, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un assureur digital européen. On est spécialiste de l'assurance embarquée et à la demande. On a été précurseur sur le sujet il y a quelques années maintenant. On est présent dans 32 pays. On a une culture d'innovation technologique assez forte et on est en partenariat avec Octo depuis 2019, si je ne dis pas de bêtises. On fait un chiffre d'affaires de 924 millions d'euros en 2023 et on a plus de 300 salariés, principalement en France et au Royaume-Uni. Et ce que vous voyez à droite, c'est on va dire nos univers de produits d'assurance qui ont été remis au goût du jour. Du coup, avant de démarrer, je vais vous présenter quelques concepts clés de la GenAI. Donc quand on va parler de chatbot, on va désigner une interface conversationnelle permettant d'interagir avec un LLM via un dialogue naturel pour des conversations fluides et contextuelles. Quand on va parler de RAG, on va parler de Retrieval Augmented Generation. Donc c'est une technique qui permet d'améliorer les réponses d'un LLM en lui fournissant du contexte qui va permettre d'augmenter la réponse, la pertinence de la réponse. Donc soit avec des données qui viennent de l'externe, d'Internet, soit avec des données qui viennent de l'interne, des données d'entreprise. Quand on va parler d'AI Agent, et donc là c'est la définition d'Anthropic, que j'aime beaucoup, c'est un système dans lequel un LLM dirige ses propres processus et utilise des outils de façon autonome pour comprendre, planifier et accomplir des tâches. Enfin, quand on va parler d'agentic workflow, on va parler de séquences de tâches exécutées par des agents IA, combinant planification, outils et collaboration entre différents agents, pour automatiser des processus complexes. Voilà, c'est les 4 définitions que je vous propose ce soir. Du coup, je vais commencer par la fin. Je vais vous présenter Dust, qui est la plateforme d'IA générative et d'IA agents qu'on a implémenté du coup chez Wacom. Et je vais vous faire la démonstration d'un agent pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, on a la possibilité de sélectionner des agents qu'on a construits nous-mêmes ou qui sont proposés par défaut par Dust. Donc là, je vais vous faire la démonstration du data analyst. Donc, je vais lui donner un CSV dans lequel j'ai un paquet de lignes sur des personnes qui ont souscrites, donc c'est un dataset anonymisé, qui ont souscrit à des produits d'assurance. Et il va me faire une analyse. Donc, je vais lancer le processus et je vais vous montrer le résultat parce que j'ai déjà fait tourner avant. Et oui, mais ça prend un peu de temps, donc je préfère vous montrer le résultat avant. Donc le data analyst, ce qu'il va faire, c'est qu'il va planifier l'ensemble des tâches qu'il va devoir réaliser pour répondre aux instructions que je lui ai données. Donc en fait, derrière le data analyst, j'ai tout un jeu d'instructions qui lui dit comment se comporter, ce qu'on attend de lui, les différentes tâches à exécuter, des exemples de réponses, etc., etc. Il va avoir des outils comme la possibilité de naviguer sur Internet, comme la possibilité de raisonner, donc de faire appel à un modèle de raisonnement type O1 ou O3. Lui-même va avoir son propre modèle, donc en l'occurrence c'est Claude 3.7 Sonnet. Et ensuite, il va nous dire globalement ce qu'il fait au fur et à mesure. Il va utiliser des outils. Donc, en l'occurrence, il commence par lire le fichier CSV. Et Alban vous fera une démonstration plus avancée ensuite du texte ou SQL et comment ça fonctionne sous le capot. Donc là, il va nous faire une requête SQL sur le fichier CSV qu'il a mis dans une table SQL juste avant. Une fois qu'il a récupéré le résultat de ces différentes queries, il va faire appel à un modèle de raisonnement qui va lui produire une analyse complète. Et enfin, il va nous apporter une réponse dans laquelle il va nous produire différents graphiques, nous analyser le contenu des données, nous proposer éventuellement de nettoyer les données si nécessaire, des statistiques clés, etc., etc. L'idée est que vous vous représentiez ce dont on parle
tout le reste de la présentation, la finalité, c'est l'implémentation à l'échelle chez Wacom de cette plateforme et des cas d'usage qu'on a mis dedans, à savoir des AI agents, pour tout un tas de choses. Du coup, donc comment on en est arrivé là? Donc, je vais repartir du début, l'histoire de la GenAI chez Wacom. Je vais vous parler du prototype custom qu'on a fait nous-mêmes il y a plus d'1 an maintenant, comment on est passé à l'échelle avec Dust, les résultats de tout ça et l'adoption. Et ensuite, Sophia vous parlera de l'évaluation de ses agents. Elle va faire un focus sur Partner 360, qui est un des gros cas d'usage sur lesquels on travaille, qui est un agent, un sorte agent, méta-agent au sein de notre plateforme. Et enfin, on fera un wrap-up autour des leçons apprises et des perspectives pour l'année 2025 et plus. Du coup, l'histoire de la GenAI chez Wacom. Notre vision de départ, quand on a vu arriver GPT 3.5 et ChatGPT, on s'est dit qu'il y avait un gros potentiel en termes d'amélioration de la productivité et avec le début du RAG, donc c'était en 2023 tout ça, on s'est dit il y a quelque chose à faire avec la connaissance de notre entreprise pour désiloter. Voilà. Donc en gros, on a, fin 2023, commencé à faire des premiers tests et expérimentations. Donc ça, c'était l'équipe Data Science qui a travaillé sur ces sujets-là, avec de l'exploration des possibilités des LLM, le tout autour de ce que nous proposait Azure, parce qu'on est client Azure. Début 2024, on se lance dans le développement d'un chatbot IA. Donc, pour l'instant, on ne parlait pas encore d'agent, on parlait plutôt d'assistant. C'était le tout début du function calling et ce genre de choses. Donc là, l'idée, c'était vraiment de discuter avec un LLM et on commençait à se dire, on peut lui donner accès à Internet, on peut lui donner accès à des données qui viennent de Notion, par exemple, ce genre de choses. Et on était au tout début. Mi-2024, on identifie des limites, que ce soit technique, en termes de capacité à faire, et on voit que le marché avance très très vite. Et on se dit que si on veut proposer le même niveau de qualité, le même niveau de fonctionnalité, soit il faut qu'on double, triple la taille de l'équipe, soit il faut qu'on pivote. Et donc c'est ce qu'on a décidé de faire. On a décidé de pivoter et d'adopter une solution de marché dans laquelle on allait construire nos cas d'usage. Donc ça, très rapidement, c'est notre vision d'une GenAI plateforme. Il y a quelques briques. On va avoir toute la partie chatbot, interface utilisateur, pour nos Wakami, nos internes, nos salariés. Là, c'est la représentation de notre plateforme digitale dans laquelle on s'était imaginé mettre des cas d'usage de GenAI, de discussion avec des LLM, ce genre de choses. Ici, toute la partie back-end qui fait l'orchestration, les différents agents, les tools, gère l'authentification, souvenir des conversations, etc. Notre identity provider Azure, Entra ID pour toute la gestion du SSO de l'authentification. Les services d'embedding pour tout ce qui est RAG. Les services pour discuter avec les LLM et bases de données vectorielles pour stocker le contenu qui a été vectorisé. Enfin, toute la partie observabilité sur les coûts, sur les usages, sur la performance et l'évaluation. Donc ça, c'était notre représentation à fin 2023 de ce qui était pour nous l'état de l'art d'une plateforme GenAI d'entreprise. Sur cette base-là, on avait listé 5 scénarios possibles. Donc je ne vais pas tous vous les faire, mais pour la faire simple, au départ, on était parti sur le scénario 4, développer nous-mêmes le front, développer le back-end, et acheter sur étagère un service qui nous fournit le LLM. Donc, en l'occurrence, Azure OpenAI Service, qui nous fournissait les modèles de chat, les modèles GPT, et qu'on pouvait intégrer par API. Donc ça, c'est le scénario initial. Quand on a décidé de pivoter mi-2024, on est parti sur le scénario 1, qui était acheter une plateforme GenAI et construire par-dessus. Donc sur le scénario initial, voilà à quoi ça ressemble, ce qu'on a construit. Donc c'est un chatbot avec c'était une progressive web app, un back for front pour adresser les besoins de la web app, notre identity provider. Ensuite, un back-end qu'on hébergeait sur Azure. Et l'intégration du service OpenAI par Azure. Bon, voilà, architecture assez classique maintenant pour faire du RAG. Et du coup, dans les difficultés qu'on a rencontrées,
Donc, en développement interne, c'était une solution qui nous permettait de répondre exactement à nos besoins, mais par contre, il y avait beaucoup de complexité et on a absolument redécouvert l'ensemble des problématiques associées à faire un chatbot, faire du RAG, comment vectoriser, embedder, etc., etc. Hoster tout ça, faire le run, faire les évolutions. Et on a atteint du coup nos limites là-dessus. Et en parallèle, on voyait là où fin 2023, il y avait un début de solution de marché, mi-2024, pour le coup, le marché nous avait largement rattrapé. Et on s'est dit qu'il valait mieux acheter une plateforme GenAI et construire par-dessus. Donc, encore une fois, un Wacom, c'est 300 personnes. L'équipe Data Science, en l'occurrence, c'était 5 personnes à ce moment-là. Donc, on était, voilà, petite équipe, petit moyen. Et pour nous, il a fait sens, du coup, de pivoter. Par contre, on avait des critères. Donc, c'était l'agnosticité des modèles. Donc, on ne voulait pas avoir une solution qui elle-même était liée à juste OpenAI ou juste Anthropic, parce qu'on était déjà en train de voir qu'il y avait beaucoup de concurrence. Et si on se lie à un fournisseur de modèles, potentiellement, ça peut être problématique sur le long terme. On voulait des capacités de RAG et d'intégration avec nos différentes sources de données, Notion, Slack, Snowflake, etc. De la sécurité, de la confidentialité et de la conformité, parce qu'on est une boîte d'assurance, donc on a tous ces enjeux. Et enfin, quelque chose d'extensible qui fournit la possibilité de s'intégrer avec des outils tiers, le tout par API. Et donc, c'est là qu'on a choisi Dust. Donc, Dust, c'est une startup française qui propose un SaaS basé à Paris qui a levé 20 millions d'euros, donc suffisamment solide financièrement pour qu'on décide de travailler avec eux, qui fournit une plateforme qui permet de créer des AI agents avec des outils built-in, fournis sur étagère, donc du RAG, du web search, de la data vis, du text to SQL, et c'est ce que vous présentera plus en détail Alban. Agnostique en termes de modèle. Donc, on a accès au travers de Dust au modèle d'OpenAI, d'entreprise, de Google, de Mistral, de Meta et également DeepSeek plus récemment. Et enfin, support du SSO, intégration à Microsoft Entra ID pour l'authentification et l'intégration avec toutes nos sources de données. Et du coup, ça ressemble un peu au schéma précédent, en plus simplifié, c'est-à-dire que nos utilisateurs interagissent avec la plateforme Dust, qui regroupe l'ensemble des briques nécessaires, un chatbot, un back-end, de l'embedding, sa propre base de données vectorielle, qui s'intègre avec nos différentes sources de données, qui s'intègre avec différents services de LLM, et enfin, qui s'intègre avec notre SSO. Du coup, en termes de résultats et d'adoption, donc on a aujourd'hui le lancement officiel, l'onboarding de tous les salariés de la boîte, c'était fin octobre. À fin décembre, on avait déjà 70% de nos utilisateurs qui s'en servaient d'un point de vue mensuel. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qu'on suit. On a 136 agents IA qui sont déployés, qui ont été construits et déployés. Donc il y en a on va dire une quarantaine, c'est l'équipe en charge du projet qui les a construits. Et le reste, ce sont des salariés qui les ont développés eux-mêmes. Et ils ne sont pas juste déployés. Vous allez le voir, j'ai des stats d'usage là-dessus. On a 10 à 90% de gains de productivité selon les cas d'usage. Donc ça, c'est assez difficile à mesurer de manière générale. Mais ce qu'on remarque, c'est donc c'est jamais sur des process end-to-end complets, mais on a sur certaines portions de process jusqu'à 90% de gains de temps. Typiquement, la génération d'un avenant pour un contrat, à partir du moment où on a le closier qui est dans le RAG et qu'on a les contrats qui sont référencés, et ben, c'est capable de générer un avenant à une vitesse qui est assez incroyable. Enfin, Claude est le modèle le plus utilisé, le plus apprécié, en particulier depuis Claude 3.5 sonnet. Donc, quand on a lancé à l'échelle Dust, Claude 3.5 sonnet était déjà disponible. Et là, avec la nouvelle version, Claude 3.7, on passe encore dans une autre catégorie en termes d'usage. Et je vous montre très rapidement à quoi ressemble le dashboard interne qu'on a construit pour piloter les usages. Donc, on a la possibilité de suivre par équipe sur différents indicateurs les usages, que ce soit notre taux d'activité de nos utilisateurs, donc ça a changé de nom entre-temps, les assistants qui sont devenus les agents, quels sont les agents les plus utilisés, etc. Et du coup, l'équipe GenAI dans tout ça. Donc là, je passe la main à Sophia. Donc, avec tout ce que vous a montré Étienne, en vrai, il y a une plateforme SaaS
bah, ça sert à quoi, nous, finalement, à l'équipe GenAI, si tout est fait déjà par Dust? Alors, il vous en a déjà un peu parlé, donc tout n'est pas vraiment fait. Pourquoi? Hop, je ne maîtrise pas encore ça. Alors, voilà, c'est que déjà, en fait, le temps que nous, on ne prend pas à développer cette plateforme, on le prend à faire d'autres choses. Donc, d'abord, cela nous permet d'accompagner les Wakami, donc les salariés de Wacom, dans l'utilisation de l'outil. Donc, c'est vrai que Dust, c'est très facile à prendre en main, mais quand on a 136 agents, le défi, c'est aussi lequel je vais utiliser. Quand j'ai un certain besoin, lequel va m'aider le plus simplement. Donc, nous, pour répondre à cette question, on a créé, c'est un peu un agent dans l'agent, c'est-à-dire un agent qui va nous aider à choisir un agent. Et comment on a construit ça? En fait, on a documenté chacun de ces agents et on a indexé la page de la documentation sur Dust. Et donc, c'est l'agent qui nous aide à choisir un agent va lire cette documentation et va nous permettre de choisir le bon candidat. Donc, cette curation de la documentation, voir quels agents sont vraiment utilisés ou pas, etc., c'est des choses que nous, on va faire. On va aussi aider les Wakami à construire, parce que là aussi, ce que vous disiez, Étienne, c'est que la plupart de ces agents, ce n'est pas nous qui les avons construits, c'est des gens dans l'entreprise. Parfois, c'est des gens de l'IT, mais parfois, c'est vraiment des métiers qui vont être en autonomie pour créer des agents. C'est juste que parfois, en fait, leurs cas d'usage sont complexes. Donc, ça va il faut un peu les aider à comprendre l'outillage, qu'est-ce qui est mieux, si une recherche full text ou une recherche en RAG pour leur use case. Vraiment, on va développer un agent vraiment from scratch, nous, avec de la grande complexité de récupération de données. D'ailleurs, avec eux, aussi entre deux, on fait des hackathons avec eux. Donc, on va s'asseoir pendant une journée. En gros, l'équipe va se diviser en sous-équipes et va aider des métiers à construire en un jour des use cases précis. On va aussi évaluer la qualité des agents. Donc, je vais entrer plus en détail ensuite sur ce point, donc je ne vous en parle pas trop maintenant. On va aussi suivre l'utilisation de Dust, aussi stratégiquement voir quels sont les prochains agents qu'on va développer. Donc, c'est un peu ce que vous a montré Étienne sur la slide avec la data visualisation. C'est quelque chose qu'Étienne va montrer au comité de direction pour justement suivre l'utilisation de Dust et voir si les différents métiers sont en train de tirer profit de l'outil. Et enfin, et c'est là où moi je vais faire un petit focus sur un agent qu'on a développé qui s'appelle Partner 360. Nous, on va aussi aider au développement d'agents complexes. La plupart de notre temps, en vrai, est consacré à ce dernier point. Alors, commençons donc par ce focus sur Partner 360. En fait, c'est un agent qui va aider au métier de Wacom, donc notamment au BizDev, à avoir une vue à 360 degrés de leurs partenaires. Donc, ça veut dire avoir une vue à la fois sur des données internes de Wacom que des données publiques ou des données parfois, semi-publiques, donc qui sont agrégées par des acteurs privés et avec des API qu'on va payer. Et en fait, le but, c'est d'aider ces métiers-là à avoir, avant d'aller en rendez-vous avec leurs partenaires, de pouvoir avoir un peu un update et toutes les infos à jour sur eux. Comme je vous disais, il y a plusieurs sources. Donc, on va avoir à la fois des données structurées et non structurées, internes et externes. Donc, on va notamment avoir des données financières qui, aujourd'hui, sont stockées sur un Excel. Je vous parlerai plus de cet Excel plus tard et de pourquoi c'était un problème pour nous. On a des données légales. En fait, c'est les contrats que Wacom va avoir avec ses partenaires. Et ces contrats, ce sont des PDF stockés sur SharePoint. On a des données d'Internet qui sont du coup non structurées. Des données financières qui viennent d'une API privée. Elles sont structurées. Et on a des données opérationnelles dans des outils internes qui sont plutôt structurées, mais qui sont un peu éclatées partout. Alors, avant de continuer cette présentation, je vais faire un petit point glossaire avec vous, parce que je vais vous parler de certaines technologies que peut-être vous ne connaissez pas toutes. Donc, je vais vous parler à un certain moment de Prefect. Donc, Prefect est une plateforme d'orchestration qui aide en fait à orchestrer des workflows qui vont permettre d'automatiser des pipelines de données.
peut-être que certains d'entre vous connaissent Airflow. C'est à peu près le même concept, c'est un spin-off d'Airflow. Je vais aussi vous parler de Snowflake, qui est donc une plateforme cloud de stockage et d'analyse de données qui permet le traitement de grands volumes. Il y a aussi DeFi. Donc, ça, c'est une plateforme low-code qui permet de créer plus facilement des chatbots, des agents ou des workflows qu'on utilise en complément de Dust, notamment quand on veut faire des workflows. C'est plus simple de le faire avec DeFi. Et finalement, Retool. Donc, c'est une plateforme low-code qui nous sert à construire en fait des interfaces rapidement, des interfaces internes en fait. Ça permet de faire des applications low-code rapidement qui va nous aider à, vous allez voir, à la collection de données. Alors, dans Partner 360, en vrai, notre plus grand enjeu, ce n'est pas tant la modélisation. Bon, après, je pense qu'en machine learning, si vous en faites, vous savez que ce n'est jamais ça vraiment le cœur du sujet. C'est la qualité des données. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a toutes ces données que je vous ai montrées, elles sont soit dans des stockages non optimisés. Donc, on a un Excel qui sert à calculer des indicateurs, qui sont les indicateurs dont on a besoin. Et en fait, cet Excel a deux défauts. Déjà, c'est un Excel et ce n'est pas sur Snowflake. Et son deuxième défaut, c'est qu'il est beaucoup trop lourd pour être indexé par Dust. Parce que, en fait, Dust indexe ces fichiers à travers l'API Graph de Microsoft. Donc, c'est une API qui permet de récupérer n'importe quel fichier que vous aurez sur SharePoint. Et en fait, ce fichier est tellement gros que l'API Graph time out quand on l'interroge. C'est-à-dire quand un humain l'ouvre, ça prend 15 minutes à charger. On a aussi le sujet qu'on a des contrats comme base de vérité, donc des PDF. Donc, bien sûr, c'est des données déjà qui ne sont pas structurées. C'est vrai que ce problème, en vrai, avec de l'OCR, on s'en sort plutôt bien. Même pas avec de l'OCR, parce que c'est des PDF, souvent, ce qu'on a là, c'est vraiment du texte. Donc, on arrive à extraire du texte et avec des LLM à chercher les informations pertinentes. Le vrai problème qu'on a là-dessus, c'est qu'en fait, l'endroit où elles sont stockées n'est pas du tout propre. C'est-à-dire qu'on a, à la base, il y avait du contrat V1 final, contrat final, etc. Donc, en fait, si nous, on n'arrive pas à savoir quel contrat prendre, le LLM non plus. Donc, ça, c'est un problème qu'on a réglé, mais il reste un autre problème, c'est que parfois, il y a des avenants qui viennent corriger d'autres choses. On a aussi des… comment dire? En fait, parfois, en vrai, les différentes versions, on les a plus, mais on a parfois des fichiers qui sont hors sujet dans les dossiers et c'est compliqué d'avoir comment dire? On n'est pas très rigoureux là-dessus et donc c'est compliqué quand on est sur des dossiers SharePoint d'une équipe de les exploiter. Et finalement, on a aussi des processus d'ingestion de données qui sont manuels et que du coup, on aimerait automatiser des données qui arrivent un peu en retard et qu'on aimerait avoir plus fraîches. Et donc là, il y a certaines… Donc, la donnée de l'API externe, aujourd'hui, elles sont récupérées par CSV. Donc, on a un enjeu de APIiser cette intégration. Et on a parfois des chargements manuels, soit par Retool, soit par SharePoint. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Notre approche, c'est justement de toutes ces choses déstructurées dans des formats divers et variés. C'est, allez, on va tout structurer et on va utiliser les LLM parfois pour réussir ça. Donc, bon, là, j'aurais dû… Je ne sais pas comment je peux recharger pour qu'il y ait le texte. Donc, en fait, là, ce qu'on a, c'est… j'ai mis Snowflake ici, parce que c'est là où on va mettre toutes les infos structurées. Merci, Étienne. C'est mieux. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est que les données financières, on va les charger sur Snowflake. Je vais vous montrer ensuite comment on l'a fait. Les données de SharePoint, on va les structurer et les charger sur Snowflake. Les infos d'Internet, pareil, on va faire des recherches, on va les mettre sur Snowflake. L'API privée, elle atterrit là aussi. Les données opérationnelles, il y en a une certaine partie qui est déjà là, donc on est plutôt bien. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Partner 360 va pouvoir facilement requêter ces infos, mais on va aussi pouvoir capitaliser dessus. C'est-à-dire qu'il y a d'autres agents qui vont pouvoir aussi se connecter là-dessus. Et on va même pouvoir utiliser d'autres outillages. Donc, par exemple, il y a des métiers qui ont besoin de l'information des contrats. En fait, ils vont avoir la donnée ici directement
alors qu'avant, c'était ici, donc un peu plus sale, un peu plus complexe à récupérer. Bah, ça, en fait, on est en train de débloquer pas mal de cas d'usage par ailleurs en faisant ça. Là, tu as changé la couleur pour le lire. Ok, bah, je vais vous lire ça parce que c'est un peu complexe. Donc, on utilise un LLM avec Structured Outputs pour extraire des données structurées à partir de résultats de recherche. Donc, en fait, ici, pardon, j'étais un peu déconcertée par ça, mais là, je voulais vous faire un petit focus sur comment est-ce qu'aujourd'hui, on va structurer les données qui viennent de la recherche. Alors, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une pipeline de traitement de données de recherche qui est en fait sur DeFi, qui est donc, si vous vous souvenez, c'était l'outil qui nous permettait de faire des pipelines autour d'LLM. Donc, ici, en fait, on a une liste de questions qu'on va lui poser. Et à partir de questions et de sources qu'on va lui donner, on va lui demander de nous rédiger des requêtes qui va faire en fait par une API SERP. Donc, c'est des API qui permettent de faire des recherches Google. Et on va se retrouver, donc ici, c'est une itération. Donc, on a une dizaine de questions qui va poser au fur et à mesure. On va avoir des résultats. Et en fait, on va donner ces snippets au LLM pour qu'il extrait en fait les informations intéressantes. Donc, pour vous donner un exemple, on va demander quel est le CEO de tel partenaire. Et en fait, il va structurer une recherche qui va être CEO, assurance, IN, donc toute une liste de sites web qu'on a jugés fiables. Et à la fin, il va nous donner des indicateurs sous forme de JSON. Ça, en fait, après, on va l'écrire sur Snowflake. Donc, ça sera requêtable par une requête SQL. Ensuite, je vous parlais de cet Excel qui était pas possible de requêter par API et qui n'était pas indexable sur Dust. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit qu'on allait plutôt le charger manuellement, donc via Retool. Ça nous permet, en fait, Retool nous permet de faire une interface un peu simple qui permet au métier de faire du drag and drop et de mettre des onglets du CSV issus de cet Excel à l'upload. Donc, c'est des données qui se mettent à jour tous les mois. Donc, nous, on leur demande une fois par mois d'aller sur cette interface et de nous donner les nouveaux chiffres. Et après, on a Prefect, en fait, qui va aller chercher ça et va les mettre sur Snowflake. En fait, ces indicateurs, c'est des indicateurs qui viennent, en fait, de tout un... En fait, qui sont calculés à partir de données qui sont aujourd'hui sur Snowflake, mais il y a un bout du chemin qui n'est pas encore totalement automatisé. Ça, c'est quelque chose que l'équipe Data Platform est en train de faire. Mais nous, pour ne pas être bloqués, on a pris ce petit raccourci en attendant en fait qu'ils finissent. Et en cible, en fait, le but, c'est de ne plus avoir ces actions manuelles ici et de décommissionner cette interface pour avoir tout qui passe vraiment sur la Data Platform. Voilà, maintenant que je vous ai parlé du cas d'usage, je voulais prendre un peu de temps pour vous dire comment on évalue nos agents et vous parler d'ailleurs de quelques défis qu'on a. En fait, premièrement, le problème qu'on a, c'est que quand on évalue un LLM, c'est beaucoup moins simple que quand on évalue un modèle de machine learning classique où, je sais pas, on a input, output, on a une grande trousse et on a des métriques qu'on connaît bien. En fait, ici, on a des réponses. On peut avoir plusieurs bonnes réponses et plusieurs mauvaises réponses aussi. Et c'est moins simple de savoir. Et parfois, on a une réponse, souvent, en fait, on a une réponse qui est OK. C'est OK, c'est pas parfait. Et en vrai, la vraie question pour moi, c'est combien de temps on a gagné en étant aidé par ces algorithmes, en tout cas par les agents. Et en fait, autre point, c'est que la quête de la vérité de terrain est complexe ici. Parce que, en fait, des experts métiers sont essentiels pour avoir cette qualité. Quand je vous dis l'exercice n'est pas facile, et donc, en fait, quand on vient les voir et on leur dit voici plein de résultats qu'a donné notre LLM, dis-nous si c'est bien. En fait, ils ont mieux à faire. Ils ne sont pas très contents quand on vient les voir comme ça. Et donc, tout ça est perçu comme une corvée. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en vrai, il faut vraiment qu'ils voient un bénéfice visible pour eux, pour qu'ils s'engagent et qu'ils nous disent si c'est bon ou si c'est pas bon. Parce que, notamment aussi, quand on arrive avec des résultats qui sont encore pas très matures, ils n'aiment pas devoir compléter des choses. Eux, ils sont, non, mais ça, c'est censé m'aider. Ils ne voient pas l'intérêt, en fait, de nous aider à évaluer avant que ça soit d'un certain niveau. Autre point, je vous parlais de se focaliser sur le temps gagné par les agents. Je vais aller un peu plus loin. En fait, on parle aussi de l'équation économique entière.
Donc, nous, on veut comprendre quel est vraiment le ROI de, de nos agents, parce que ce temps gagné, il faut vraiment le mettre en regard du temps qu'on a mis à déployer ces agents. Donc, en fait, si on gagne un jour par mois, mais pour le développer, ça nous prend 5 jours, et après, tous les mois, il faut prendre une journée pour le maintenir, on n'y est pas. Et finalement, le défi majeur, c'est, on vous a dit qu'on a 136 agents, est-ce qu'on va faire 136 évaluations? Et en fait, là, je vais vous montrer, donc j'ai fait un petit zoom ici pour vous montrer ça. Une façon, là, c'est une fiche Notion qu'on a faite pour évaluer Partner 360, qui a 2 objectifs. Bien sûr, évaluer Partner 360, mais aussi de servir d'exemple pour les autres, pour les métiers, pour les gens qui développent des agents, pour évaluer la pertinence de leurs, quoi, en fait. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on veut mesurer les gains qu'on va avoir à utiliser cet agent. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a décomposé le process qu'il est en train de remplacer. Donc là, en gros, quand on a un BizDev qui va avoir un partenaire, il va faire des recherches de Market Intelligence Insight. Il va regarder la performance commerciale et financière du produit pour Wacom. Il va voir d'un point de vue opérationnel comment ça se passe, est-ce qu'il livre les données à temps, etc. Il va regarder le risque crédit du partenaire, va faire un plan d'action. En fait, avant son rendez-vous, il va faire une analyse de tout ce qu'il a fait, il va faire un plan d'action, et ensuite, il va aller négocier avec le partenaire. Donc, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé à quoi ressemble le process aujourd'hui, à quoi il ressemblerait après l'automatisation, et on a fait combien de jours humains on va avoir avant et après cette automatisation, et qu'est-ce que ça voudrait dire par partenaire en gain et pour les 50 partenaires les plus importants. Donc là, je vous ai caché des chiffres pour les sujets de confidentialité. Et ensuite, en fait, on va mettre ça en regard avec les coûts. Donc là-dessus, en vrai, c'est un peu une roadmap qu'on a un peu détaillée. Enfin, c'est plutôt un backlog, je veux dire, détaillé, qui va dire, voilà, chaque chose ici, chaque tâche qu'on a un peu identifiée pour développer ça, on va l'estimer. Et en fait, ça va nous donner on va pouvoir calculer un ROI. On va dire, voilà, dans les années à venir, voilà ce qu'on s'attend à gagner. Normalement, on va le construire juste sur une année. Et voilà, en gros, à la fin, combien ça va nous apporter. Donc ça, je vais le passer plus vite parce qu'on n'est pas arrivé à ce moment-là où on va mesurer les outcomes, parce qu'on est encore en train de le déployer. Mais en gros, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on leur a fait une checklist. Donc nous, comme je vous disais, on est en soutien des gens qui développent des agents. Donc on leur donne un peu une checklist, des choses à faire pour évaluer. Et on leur donne des exemples pour qu'ils puissent se lancer. OK. Et donc, pour vous résumer un peu l'approche qu'on a, c'est qu'on a une approche pragmatique. On va prioriser les agents critiques. Donc, cet exercice-là que je vous ai montré, on ne va pas le faire 136 fois. Vous imaginez, le ROI sera bouffé uniquement par nous qui calculons le ROI, c'est un peu triste. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer uniquement les agents à fort ROI et ou les agents qui vont toucher à des sujets importants. Notamment, on a un agent qui répond à des questions RH. On veut avoir quand même suivre qu'il ne raconte pas n'importe quoi parce que c'est important pour les salariés. On a aussi une approche décentralisée, puisque comme vous savez, la création des agents est décentralisée. Et donc, c'est aussi logique que leur évaluation soit décentralisée. Nous, on ne va pas suivre tout ce que tout le monde est en train de créer. On ne va pas forcément intervenir partout. Et en plus, les métiers sont les mieux placés pour mesurer le ROI de ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, par exemple, pour Partner 360, ce n'est pas nous les métiers. On a dû s'asseoir avec eux pour tout faire, le process, etc. Eux, ils sont plus autonomes là-dessus que nous. Et par contre, nous, on fait des guidelines et on les accompagne. Ensuite, il y a des choses qu'on automatise et qu'on va faire progressivement. Donc, notamment pour l'agent RH qu'on est en train d'évaluer. En fait, on commence par une vérification naïve. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 70 questions-réponses du genre qui je dois contacter pour mes notes de frais. Et en fait, on va lui donner une liste de réponses possibles. Mais ça va être nom, prénom de la personne ou le poste. Et en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder si le nom, prénom de la personne est dans la réponse. Il va considérer que si c'est le cas, la réponse est bonne. Vous voyez bien que ça ne marche pas toujours. Parce qu'il pourrait très bien dire
bah, machin bidule n'est pas responsable d'eux et nous dira, ah ouais, super, ta réponse, elle est trop bien. Donc, en fait, nous, ce qui est important là, c'est que c'est plus par moyenne que ça marche. Nous, on a un alerting qui, tous les jours, nous dit quel est le score d'accuracy calculé là-dessus. Et on est toujours autour de 80-85%. Et quand on voit un drop, là, on sait qu'il y a un problème. Et donc, par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient plus bien indexées grâce à ça. Et donc, on n'est pas dans du parfait, mais ça nous permet de voir les gros trucs qui ne marchent plus. Par contre, petit warning, c'est que cette approche légère, elle marche bien en fait pour nous parce qu'on est dans un contexte interne. On serait probablement beaucoup plus exigeant si on avait des utilisateurs externes. Parce que là, si on se plante, en fait, c'est des Wakami qui vont râler. Mais si c'est vos clients finaux qui râlent, c'est peut-être l'approche pragmatique ne marche pas forcément. Et je te laisse finir, Étienne. Et du coup, pour conclure, je vous propose de vous partager les leçons apprises et ce qu'on estime être nos facteurs clés de succès. Alors, ça commence par une stratégie claire, définie. Alors, chez nous, ça a été une approche top-down. Ça a été sponsorisé directement par le COMEX de l'entreprise, avec cette volonté de faire quelque chose où c'est pas juste faire de l'IA générative pour faire de l'IA générative, mais vraiment avec une approche, on veut un retour sur l'investissement, que ce soit le temps qu'on y consacre ou les sous qu'on met dans les licences de ce qu'on achète. Une approche très orientée changement, accompagnement au changement. On a fait beaucoup de formations, on a fait un guichet ouvert toutes les semaines où tous ceux qui étaient intéressés, qui avaient des questions, pouvaient venir les premières semaines du lancement. Un canal Slack dédié pour faire du support. Et on a une plénière toutes les semaines à l'échelle de toute l'entreprise et où on a régulièrement fait des rappels, présenté des nouveautés, etc. Et on continue encore de le faire. Du coup, si je devais résumer notre approche, qui pour nous, en tout cas, a fonctionné, c'est combiner une vision stratégique claire avec une exécution agile et collaborative pour maximiser l'impact des AI agents dans notre entreprise. Et enfin, je vais vous partager quelques perspectives sur l'évolution des AI agents qu'on entrevoit pour cette année et les années qui viennent. Un passage de la connaissance à l'action. Donc aujourd'hui, les LLM sont vachement utilisés dans des cas d'usage avec du RAG, c'est-à-dire questions-réponses, que ce soit par rapport à leurs propres connaissances et les données sur lesquelles ils ont été entraînés, par rapport à des choses qu'ils trouvent sur Internet ou par rapport à des connaissances d'entreprise. Mais vous voyez bien, on est très orienté information, connaissance. Nous, ce qu'on entrevoit et ce qu'on a commencé à implémenter nous-mêmes au travers d'intégration custom avec Dust, c'est qu'on va progressivement aller vers de l'action. C'est-à-dire les LLM sous forme d'agents vont pouvoir prendre des actions pour le compte des humains. Faire un draft de mail, envoyer un mail, changer des valeurs dans le CRM, etc., etc. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que ça va forcément faire évoluer le rôle de l'humain là-dedans. Aujourd'hui, les interactions sont essentiellement à l'initiative des humains. C'est un humain qui ouvre l'application, qui choisit l'agent avec lequel il discute, qui envoie le message et l'agent lui répond. Quand on va aller vers de l'action, nous, ce qu'on entrevoit, c'est potentiellement un agent qui va réagir à un événement dans un système ou un agent qui va être schedulé pour produire un rapport d'analyse de marché une fois par semaine qu'on va recevoir le lundi matin ou du traitement automatisé. Et donc, on va passer progressivement d'interactions qui sont drivées par des humains à on a un humain dans la boucle, à on a globalement des agents autonomes et l'humain est capable de superviser ce qui se passe. Alors, ça va vouloir dire aussi qu'il va falloir faire très attention aux process qu'on va décider d'automatiser et sur lesquels on va avoir des agents qui peuvent prendre des décisions. Parce qu'on ne va pas pouvoir faire n'importe quoi en fonction des processus, parce que ça peut avoir de l'impact sur des gens, sur des clients, sur des collaborateurs. Et donc ça va devoir être très encadré de manière générale.
la révolution du modèle contexte protocole. Donc, c'est le protocole poussé, enfin, développé et poussé par Anthropic qui est en train de s'imposer comme le standard, qui globalement, pour la faire très simple, c'est une surcouche des API REST pour exposer ces API et la capacité d'interagir avec pour que des agents puissent s'en servir, pour la faire simple. Donc, ça vient enrichir ce qui est une API traditionnelle avec des informations et des métadonnées supplémentaires, de manière à ce que l'agent puisse s'en servir de manière standardisée. Et enfin, les agentic workflow. Donc, une fois qu'on a dit qu'on a des agents qui sont capables d'être beaucoup plus autonomes, qui peuvent faire des actions pour le compte des utilisateurs, le tout avec des standards qui permettent de multiplier très largement les actions que les agents sont capables de prendre, et l'étape d'après, c'est que c'est des agents qui collaborent entre eux sous forme d'équipe pour atteindre des objectifs, réaliser des tâches complexes. Et du coup, notre vision pour Wacam, c'est à terme, et on n'est qu'au tout début de tout ça, c'est de développer un écosystème d'agents IA autonomes mais supervisés, capables de collaborer entre eux, et avec les Wakami pour automatiser des processus métiers de bout en bout, tout en maintenant une gouvernance rigoureuse et une évaluation continue de la performance et de la qualité. Voilà. Et donc là, on est encore un peu dans le prospectif, parce que ça va dépendre de à quel point MCP s'impose comme un standard, de la fiabilisation progressive et continue des différents modèles, de notre capacité à évaluer tout ça, et enfin de Dust à faire évoluer sa plateforme pour aller vers quelque chose de plus agentique et de plus orienté workflow. Et du coup, je conclurai par comment on a créé ces slides. Alors, ces slides, on les a fait avec Slidev. C'est une librairie qui permet de faire des slides avec du code, donc au format Markdown. On a utilisé, Sophia et moi, Cursor, qui est un IDE, qui est un fork de Visual Studio, qui intègre des capacités IA natives. Et on a utilisé Claude 3.7 Sonnet pour nous aider à écrire les slides. Voilà, donc la boucle est bouclée. Et on vous remercie. Alors, est-ce qu'il nous reste du temps pour les questions? 3 questions. Oui, merci encore pour cette présentation. Elle est très, très, très bien. J'ai une question concernant un peu la sécurité. Donc, j'imagine que vous traitez effectivement de données confidentielles des clients. Comment est-ce que vous avez fait justement cette surcouche-là? Est-ce que c'est uniquement du CISO ou les agents ils vérifient que les utilisateurs ont accès en potentiel table? Comment est-ce que vous avez organisé ça? Alors déjà, on s'est interdit une chose, qui est de mettre les données des assurés finaux dedans. Comme ça, on s'évite tout un pan des problèmes potentiels. Donc, on met dedans que de la donnée qui est de la donnée vraiment d'entreprise avec notre propre sujet de confidentialité à nous. Donc déjà, ça isole une partie des problèmes. Ensuite, la manière dont Dust a architecturé sa plateforme, on indexe des données dans Dust. À partir du moment où c'est fait, ce n'est pas encore accessible aux utilisateurs, ce n'est accessible qu'aux administrateurs. On peut ventiler ces données dans des vault space qui peuvent être publics ou privés. Et on donne accès aux agents à ces spaces ou à ces vaults. Et on donne accès à des humains à ces spaces ou à ces vaults. Donc en fait, l'accès se fait comme ça. C'est-à-dire que si un agent a accès à de la donnée, il faut que l'humain ait accès au space associé. Voilà. Et pour l'instant, ça marche pour nous. Merci pour la lecture. J'avais juste une question sur comment est-ce que vous pensez orchestrer différents agents ensemble. Est-ce que Dust il intègre aussi le protocole MCP de Alors, ce sera plutôt à Alban de répondre à ça, mais il travaille dessus. Il travaille dessus. On va prendre une dernière question. Ouais, merci. Bonjour. En matière de RAG, est-ce que vous avez atteint certaines limites
Parce que moi, j'atteins des limites, c'est insupportable. La limite principale, elle est sur la quantité, en fait, elle est sur la source de données auquel on donne accès à l'agent, dans lequel il peut y avoir, dans la recherche sémantique, plus que... Aujourd'hui, on a 32 résultats qui sont ramenés par le RAG de Dust. Si, en fait, on a plus de documents que ça, avec du contenu de qualité qui correspond à la recherche sémantique, ben, on passe à côté. Maintenant, Dust a introduit quelque chose qui est en plus du RAG, c'est la capacité de filtrer le contenu en amont et de taguer aussi ces documents et de tenir compte du... Donc ça permet de réduire le corpus de manière dynamique au moment où la recherche est faite. Et ça améliore du coup de facto, parce que le corpus est réduit sur des documents qui sont plus pertinents pour la réponse, parce qu'on a des dossiers SharePoint qui sont immenses. Donc, on travaille là-dessus pour améliorer la pertinence du RAG. Oui, pour compléter, en fait aussi, ce qui est intéressant avec DOS, c'est que en fait, la limite là, de 32 chunks, c'est quand on est sur une utilisation, on va dire, classique, mais on peut aller beaucoup plus loin avec ce qu'on appelle les DOS TAP. Nous, on utilise beaucoup ça. Et en fait, on peut aller plus loin sur le nombre de chunks et tout qui remonte. Donc, en vrai, en gros, les limites techniques du RAG, on ne les atteint pas vraiment là-dessus. En fait, là où on a des problèmes, c'est sur la qualité de données. C'est-à-dire que si les gens aussi, en fait, indexent des choses qui ne sont pas intéressantes, ça nous fait du bruit. Donc, en fait, nous, là, le problème, c'est plus un problème de data quality et de indexer des choses qui ont du sens dans un périmètre qui a du sens. Notamment, il y avait des moments où on disait, bah, on lui donne toutes les bases de tous les contrats et on lui pose des questions sur le contrat de ce partenaire. Là, il n'arrive pas trop. Donc, en fait, il y a pas mal de limites si on utilise que le RAG. Ce qui est intéressant, c'est que là, on peut utiliser plus que du RAG. Et aussi, en fait, on peut faire chaque agent, on lui donne sa base documentaire propre. Et donc, on peut lui donner soit très large, soit très focus. Et en fait, c'est quand on lui donne très large qu'on a un problème. Donc, nous, c'est vraiment le truc de, OK, on va peut-être aussi diviser. En fait, on va donner plusieurs tools à notre agent. Et chaque tool va être rattaché à une curation, on va dire, de données très fines. Et quand on fait une curation fine, en fait, on s'en sort plus maintenant avec les filtres et bientôt probablement avec la keyword search aussi. Ça, c'est des choses qui font qu'en vrai, quand on a des limites, on arrive toujours encore à trouver des solutions. On n'a pour l'instant pas trop été bloqué sur les use cases. Merci.